Salut les terriennes, salut les terriens, très heureux de vous retrouver. Les terriens de ce soir sont Thierry Marx. Alors Thierry, avant de commencer, soyons clairs, vous êtes le chef chauve de Top Chef sur M6, à ne pas confondre avec Frédéric Anton, le chef chauve de Master Chef sur TF1. Mais alors chauve, c'est pour que les cheveux tombent pas dans la soupe, c'est quoi? Non, Non. ça a été une de mes particularités très tôt, hélas. Autre terrien également avec nous ce soir, François Berléand. Alors François, bon, on dit que vous avez décidé de vous la péter un petit peu en ce moment, de la jouer un peu plus inaccessible, un peu plus classe. Il paraît que vous faites appeler François Berlouti. Pourquoi Berlouti? Parce que c'est plus chic que Berléand. Ah non. Avec nous ce soir, Mathieu Madénian. Mathieu, vous êtes en tournée dans toute la France. Ouais. Vous travaillez avec Michel Drucker sur France 2 et sur Europe 1. Ouais. Et vous devez pouvoir nous renseigner. Sheila, elle est morte? Mais je croyais qu'elle était morte et je l'ai revue dans une émission. En P3, après le zapping, et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Caroline Simons, fondatrice de l'association Le Rire Médecin. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Force. Thierry Marx, rebonsoir. Vous êtes l'un des grands noms de la cuisine française actuelle, adulé par des millions de gens qui ne goûteront pourtant jamais votre cuisine. C'est un peu comme si on adorait un musicien sans avoir entendu sa musique finalement. Oui, je reçois beaucoup pourtant, mais c'est Ouais. vrai que c'est compliqué. Ils vous aiment sans vous goûter. J'ai toujours cru que j'avais une sale gueule, mais finalement j'ai peut-être une bonne gueule. Ah, vous avez une très bonne gueule, je vous rassure tout de suite. Oui, oui. Alors, vous n'aimez pas le terme de gastronomie. Vous avez déclaré « Ce mot me dégoûte. Je vois un gros gastéropode baveux qui se traîne. » Je trouve pas que le mot Non. convenait bien. Art culinaire est bien plus joli, bien plus glamour. Alors, vous n'aimez pas non plus qu'on vous parle de cuisine moléculaire. Vous avez déclaré « C'est un mot qui résonne comme nucléaire. » C'est vrai, et en même temps c'est un pléonasme. La cuisine est moléculaire Bah oui. de fait. Un sachet de thé, de l'eau, c'est des molécules entre elles. Ouais. Et en même temps, c'était une porte d'observation de la cuisine que j'ai pris pour essayer de m'instruire un peu plus et de transformer les produits autrement que ce qui était fait par mes Est-ce qu'on peut dire que vous confrères. faites de la cuisine high-tech? C'est pas faux, c'est vrai. C'est pas faux, On hein. est dans la modernité. Ouais. Ah, vous avez un laboratoire, le Food Lab, alors avec un enseignant-chercheur qui s'appelle Raphaël Aumont. Ouais. Vous utilisez les thermoplongeurs, les centrifugeuses, la cryo-extraction, les ultrasons, les hautes pressions. Ouais. Quand on parlait souvent de cuisine moléculaire, on dit attention, ils utilisent des produits, on ne connaît pas bien Ça fait le sens chimique de un tout peu. ça, ça faisait un peu chimique. Or que pas du tout, au contraire, on essaie de mieux comprendre l'ingrédient pour le transformer un petit peu différemment. Sinon, on continue à couper comme on coupait au XVIIIe En siècle. gros, t'es un psychologue, mais pour les tomates. C'est vrai, c'est vrai. Comme ça, faut t'essayer. Alors, vous travaillez sur l'encapsulage des saveurs au cœur d'une membrane d'eau minérale, sur le désucrage des desserts, sur la lyophilisation des alcools. La lyophilisation des alcools, par exemple, ça vous permet de rajouter un très très bon goût naturel de rhum Ouais. dans un biscuit sans avoir ajouté de sucre ou quelque chose. Donc c'est toujours un apport pour le plaisir. Alors, vous avez publié il y a quelque temps chez Flammarion avec Aumont le répertoire de la cuisine innovante, qui parle de tout ça. Et autre écrit, vous signez la préface de L'entrepreneur et l'indigné chez Ellipse. Vous dites « Toute ma vie, j'ai refusé la résignation et l'aveu d'impuissance qui se dessinent en filigrane derrière l'indignation. » Oui, c'est vrai. Je crois qu'à un moment donné, il faut s'indigner, mais à un moment donné, il faut réagir et passer à l'action. C'est ce que vous avez fait. On passe à l'interview portrait. Alors, Thierry Marx, rebonsoir. Vous êtes né le 19 septembre 1962 à Ménilmontant, dans le 20e arrondissement, issu d'une famille juive immigrée d'Europe de l'Est. Votre grand-père, Marcel, était né à Varsovie, militant communiste, résistant de choc. C'est lui qui vous élève avec votre grand-mère Francine, car vos parents sont trop pauvres pour vous loger. Pourtant, c'était
C'est plutôt de bons souvenirs. C'est plutôt de bons souvenirs. Alors c'est Marcel, votre grand-père, qui vous dit « Si tu veux être un homme libre, tu dois savoir ». Oui, mon grand-père disait toujours regarde les riches, ils ont le savoir, donc ils ont le pouvoir. Ouais. Donc il y avait de cesse tous les matins de me dire à l'école, il faut que tu apprennes, etc. Et pour autant, ça ne rentrait pas. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'école, vous êtes placé d'office au fond de la classe avec ceux de la cité du 140 rue de Ménilmontant. Ouais, c'est vrai. Ça arrange pas les choses, quoi. Alors ça, c'était toujours l'étiquetage. Il n'y a que nous qui ne pouvions pas réussir et qui irait forcément vers le monde du travail, plutôt l'ouvrier, enfin le type qu'on montre un peu du doigt, quoi. Alors ce qui vous plaît, en fait, à l'époque, c'est accompagner votre grand-père Marcel sur les marchés le dimanche. Lui, il vend l'UMA dimanche, et vous, pif le chien. Ce qui était intéressant dans ce parti communiste de cette époque, c'était une vraie fraternité d'hommes. Ouais. Par contre, dans la cité, c'était quand même des types qui étaient capables de descendre pour dire « Attendez, la police, c'est nous qui allons la faire. Les voyous d'à côté de vous, cassez, vous faites pas chier. » Et ils organisaient un certain nombre de trucs au niveau du sport. Enfin, c'était un parti communiste près du monde ouvrier. Et c'était encore le militantisme dans les bistrots. Hein. C'était le type qui allait prêcher la bonne parole dans les bistrots. Alors, il y avait votre grand-père, puis il y a aussi votre grand-oncle. Alors, lui, il était très marrant parce qu'il avait un chien et il accrochait ses médailles de guerre au collier du chien. Oui, il était anarchiste. Ouais, c'est un nanar, ouais. C'était une famille étonnante, pleine de relief, quoi, qui était toujours prêt à en découdre et en même temps avec beaucoup de discrétion. C'est une famille très discrète au 140. Il y a une vie de quartier, ce qui n'existe plus maintenant aussi, à Ménilmuche. Il n'y a pas un type qui pouvait mourir au 140 sans qu'il y ait une quête. Ouais. Une petite quête, on mettait un catafalque, tout le monde filait 100 balles. C'était un truc, c'était fort. Alors de cette époque date votre passion jamais oubliée pour les arts martiaux et le Japon, en allant voir un film en fait. Ah, c'est une connerie. Je rentre au cinéma des Tourelles, Porte des Lilas, et je pense voir un film de Bruce Lee. Ouais. Et c'était le film de Uegaki, la trilogie samouraï, l'histoire de Miyamoto Musashi, un film de 3 heures. C'est un film initiatique où un sale type finalement, qui est une espèce de type bagarreur, va être éduqué par un moine et va devenir le plus grand sabreur japonais, Miyamoto Musashi, avec une ligne de conduite incroyable. Et le Japon ne vous a jamais quitté. Aujourd'hui, vous êtes ceinture noire de judo, vous avez passé du temps au Japon. Ce que j'aime au Japon, surtout, c'est ce côté où il n'y a pas de conflit entre la tradition et l'innovation, et ce sens civique des Japonais. Alors, vous avez 13 ans, quand la demande qui a été faite de logement social par la famille est acceptée, vous déménagez à Champigny, dans le Val-de-Marne. Alors là, vous dites une adolescence dans des cages d'escalier, des terrains vagues. Je viens du quart-monde, vous dites. Ah, c'est la fracture parce qu'on se retrouve dans une cité, ce qu'on appelle les bars, dans les bars, comme ça, les bars de logement, et pas de rapport au travail. Autant à Ménilmontant, on avait un rapport au travail avec l'artisanat, les petits boulots, monter, démonter le marché, gagner 4 sous, là, rien. Il y a un énorme hypermarché, qui est un peu la caverne d'Ali Baba pour aller faucher 3-4 conneries, mais rien. Et on passe notre temps à défier la cité des Bois-l'Abbé par rapport à la cité des Boulereaux, enfin, la castagne, quoi. Alors, évidemment, quand vous dites que vous voulez faire l'école hôtelière, le conseiller d'orientation vous dit « Pour toi, ça sera CAP mécanique générale ». Il y a une phrase qui m'a traîné dans la tête comme ça pendant des années, c'est pas pour des gens comme vous. Ouais. Et j'arrêtais pas de dire, mes parents, ils bossent comme des fous. Mon père a fait la guerre, mon grand-père aussi. Il y a une espèce de... Les gens avaient défendu cette République française, et cette dame me dit, c'est pas pour des gens comme... Et je me disais, mais c'est quoi des gens comme moi? Là, vous quittez la maison et vous mettez un petit peu à faire des conneries. Hein. Vous terminerez en garde à vue. Oui, bah, les conneries de ce quartier-là, c'était la castagne, quoi. C'était les mauvais coups. Heureusement, le grand-père Marcel vient vous chercher par le col. Et une semaine plus tard, vous êtes apprenti pâtissier chez les Compagnons du Devoir, ce qui sera pour vous une école formidable. C'est des gens qui ont des valeurs inaltérables de fraternité. Et puis, je me souviens de la première parole de ce qu'on appelle un premier en ville chez les Compagnons. Il m'a dit, tu sais, on est la noblesse de l'ouvrier. Et tout de suite, ça a fait écho dans ma tête. Il disait toujours, on doit être dans la vérité. Donc on se raconte pas de conneries ici. Et puis finalement, ces gens m'ont remis un cadre éducationnel à ma vie professionnelle. Alors 3 ans plus tard, vous décrochez votre CAP de pâtissier, mais vous vous engagez dans l'armée comme parachutiste, dans l'infanterie de marine, et vous vous retrouvez casque bleu au Liban, et vous finirez dans les phalangistes du camp chrétien avec le général Aoun. Vous avez été phalangiste. On a soutenu une cause chrétienne, oui, il semblait que c'était... C'est pas un reproche, hein, mais... Ouais, vous avez 19 ans, quoi. Donc, vous êtes prêt à suivre n'importe quelle aventure. Surtout que c'est le charisme des autres, des fois, qui vous impressionne et vous croyez des combats justes. Et finalement, sur le terrain, je crois qu'il y a peut-être des guerres justes, mais il n'y a pas de guerre propre.
Alors, ce que vous découvrez à Beyrouth, c'est que malgré la guerre, il y a des trêves durant lesquelles les factions viennent s'approvisionner en falafel. Et vous découvrez qu'en fait, nourrir les gens, c'est œcuménique. C'est l'échange, la confiance qui naît chez l'autre quand vous le nourrissez. Ouais. Il y a un instant de paix, là, vous acceptez que quelqu'un nourrisse votre intimité. Ouais. Moi, je me souviens toujours de ce moment où tout le monde se guettait, le quartier était pourri, et il y a un type qui faisait des falafels et du pain cuit sur une plaque de métal. C'est forcément pas le meilleur falafel que j'ai mangé de ma vie. Mais toucher le pain chaud, la sauce blanche, le falafel écrasé dedans avec un peu d'oignon, waouh! Ouais. Et ça aussi, c'est resté plus tard. Je l'ai décodé plus tard, parce que ce que je raconte là facilement à 50 ans, j'ai mis un certain nombre d'années à le décoder. Alors, au retour du Liban, vous êtes, dites-vous, en morceaux. Et là, vous vous reconstruisez autour de la cuisine. Vous voyagez d'abord beaucoup. Ensuite, vous commencez en province jusqu'au mandarin oriental à Paris. Dernière question, Thierry Marx, vous êtes plutôt tendance Karl ou Groucho? J'ai beaucoup de mal à répondre. Il y a, par boutade, je dirais Groucho, bien sûr. Ouais. Mais pour moi, Marx a quand même été un clinicien du capitalisme important. Alors j'ai envie de dire les deux, mon capitaine. Ah ben, très bien. Voilà, c'était l'affaire de l'actualité. On se retrouve après la pub pour discuter de l'actualité de la semaine. À tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie de Thierry Marx, de François Berléand et de Mathieu Madénian. François Berléand, rebonsoir. Bonsoir. Alors François, vous êtes ici ce soir parce que hier, c'était la fin du monde. Oui. Je voulais savoir si vous l'avez bien vécu, cette fin du monde. J'étais sur le Mont Blanc et enfin bon, en tout cas, je suis sauvé puisque je suis là. Donc comme quoi, le Maya peut se tromper aussi. Ouais, moi, j'ai vraiment cru que c'était la fin du monde. J'ai essayé l'homosexualité masculine pour rien. Alors François, on a échappé à la fin du monde, Oui. mais on n'échappera pas à la promo de votre pièce. Alors vous êtes en tournée avec Quadrille, la fameuse pièce de Sacha Guitry créée en 1937 et déjà adaptée 2 fois au cinéma. Alors là, vous êtes sur scène avec Pascal Arbillot, Florence Pernel et François Vincentelli. Voilà. Le très beau François Vincentelli. Oui, enfin. Ah non, il est beau. Oui, il est beau. Moi, il me file des complexes, moi. Vraiment. Mais non, mais il faut pas avoir de complexe par rapport à lui, parce que c'est un garçon qui est vraiment délicieux, drôle, beau, tout ce qu'on veut, mais il est quand même très très con. Donc on a... Ça me rassure. Alors vous jouez un séducteur, dis donc. Oui. C'est incroyable. Oui. Voilà. Mais tu sais, avec Drucker, je suis spécialisé avec le 3e âge, c'était un beau mec. Merci. Attention, c'est un séducteur cocu quand même. Oui, parce oui, que, oui, il y a oui. quand même. Enfin, il se venge quand même. Hein. Oui, il se venge. Il se venge. Il a les moyens. Voilà. Alors on vous retrouve également dans le rôle de l'inspecteur Tarconi, Oui. dans l'adaptation télévisée du Transporteur, diffusée sur M6 et dans une 50aine de pays. Oui. Car vous êtes une star internationale comme Thierry Marx, quoi. Mais oui, c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien. Moi, j'ai passé de l'anonymat total à l'étranger à vraiment une petite célébrité. J'en venais pas. Même au Rajasthan. Voilà, et en Azerbaïdjan aussi. En Madénian. En Madénian, t'es connu chez les En Madénians. Arménian. Alors, Très connu. vous avez réussi à parler anglais? Dites-moi par exemple, je suis très heureux d'être sur votre plateau, Thierry. I'm very happy to be on the set, Thierry. Bien. Merci. Ah ben c'est bien. Et puis il y a le cinéma. Alors vous avez déjà tourné dans plus de 200 films. Hein. Des fois, il vous arrive de regarder un film à la télé et vous vous dites ah oui, je suis là-dedans, moi. Vous savez. Oui, et ça c'est vrai que ça m'est arrivé. Ouais. Des fois, c'est vrai que je me dis non, je vais pas jouer là-dedans. Je sais même pas ce que je. Non, mais c'est pas moi. Et puis il y a la politique. Hein. Il y a des moments où un acteur doit prendre ses responsabilités et s'engager pour des causes qui le concernent vraiment. Il y a donc quelques semaines, François Berléand a pris position dans le journal Le Monde contre l'augmentation des taxes sur la bière. Il s'est engagé. C'est un très beau combat politique. C'est un beau combat. Moi, je suis contre l'appendicite. Voilà. Et non, je tiens à dire en plus que je n'aime pas la bière. Ouais. Je n'en bois jamais. Je n'aime pas ça. Ouais. Donc c'est vraiment un combat pour le plaisir de combattre. Quoi. Non, Oui, voilà. Ouais. Vous avez dit, on va nous gâcher une joie simple
et inoffensive. Un peu comme la prostitution, quoi. Oui, bah, je Oui. suis aussi. Bah, voilà, moi je suis prêt aussi à écrire un article dans le Monde pour défendre la prostitution. Voilà, Ouais. absolument. Alors, parmi les signataires de cette pétition, qui a été remise au président de la République et au Premier ministre, on trouve Herbert Léonard. Vous croyez que ça peut avoir un impact sur le gouvernement, Herbert Léonard? Mais oui. Moi, j'aurais pris Claude Brasseur. Vous avez eu des réactions du gouvernement? Oui, beaucoup. Oui. Bah, c'est pas passé du coup. Ah bah quand je signe quelque chose, moi putain, c'est... ouais. Vous leur avez mis une demi-pression. Voilà. En fait, il faudrait augmenter les taxes sur la 5e bière, parce que les gens sont trop bourrés pour s'en apercevoir. Ben voilà, c'est oui. ça l'idée. Voilà, ça c'est voilà, c'est ce qu'il Ça, c'est faudrait, une ça. bonne C'est ce qu'il mesure. faudrait. Voilà. Ça va? Vous êtes Oui, ça content va. d'être là? Moi je suis content. Vous aimez bien Thierry Marx? Ah, mais j'aime beaucoup Thierry Marx. Ce qu'on n'avait pas dit sur Thierry Marx, c'est qu'il est aussi visiteur de prison. Oui, ah, si, Ah, c'est vrai. Et ça c'est vraiment important. Parce que ça fait partie du fait qu'il ait été compagnon du devoir, et qu'il l'est toujours d'ailleurs, parce qu'on est à vie. Et c'est quelqu'un qui est toujours dans le partage, dans l'aide. Voilà. Un big up! Et comme c'est un mec qui est vraiment dans le partage, il nous invite tous dans son restaurant. Big up! Mathieu Madénian, Ah, ça, moi, Mathieu. rebonsoir. Vous êtes actuellement en tournée dans toute la France avec votre one-man show qui n'a pas de titre. Je l'ai vu, c'est très drôle. C'est vrai, t'es un des seuls à m'inviter et à vraiment aller voir le spectacle Oui. et en parler. Donc Bah c'était oui. cool, ouais. Vraiment, c'est cool. Voilà. Parce que la première fois que tu l'as vu, Oui. je te rappelle, j'ai pris un bide. Oui. Oh, l'horreur! Je peux Oui. raconter? Oui, calme-toi. Alors, je jouais dans une cave, dans un restaurant du 11e arrondissement, et ça marque tous les soirs, je jouais, ça se passait bien. Et un soir, on me dit, il y a Thierry Ardisson qui vient. Et là, je prends le plus beau vol plané de toute ma vie. Sérieux, je me rappelle, j'étais au chapeau, tu m'as laissé 50 €, ce qui était pas mal, c'est mon record. Et je me suis dit, jamais de ma vie il Mais reviendra. ça Et s'est un bien jour, t'es arrangé, revenu. je l'ai revu depuis, Ouais. et puis c'est très bien. Par contre, t'as pas payé cette fois-ci. Non. Il avait filé 50 €. ça 50 va, €, ouais, c'était Ça va, c'est déjà pas ça mal. va. ouais. Oh, c'était un faux billet, Ouais. mais c'était beau quand même. L'intention était belle. Je crois qu'on peut dire que vous êtes le meilleur humoriste d'origine arménienne, après Charles Aznavour. Ces gros sourcils sont très vrai. rigolos. C'est vrai. Ils sont visibles depuis la Lune. C'est quoi l'humour arménien, pardon, mais c'est... Ouais, Non, mais c'est lui, vrai. c'est un arménien avec l'accent de Perpignan. Oui, c'est un peu tout. Mais je suis un mélange, toi aussi, t'es un mélange. Perpignan, c'est un arménien, Perpignan, c'est vélo pliant, c'est excellent, il y en a plein comme ça. Je peux t'en faire plein. Il y a un truc que j'aime beaucoup aussi de vous, c'est une publicité qui circule sur Internet pour un produit révolutionnaire. On regarde à quoi ça ressemble. Je suis Père Madénian. Moi aussi, j'ai été soumis à la tentation de la chair. Et plus d'une fois, j'ai failli m'écarter du chemin tracé par Jésus-Christ, notre Sauveur. Voir tous ces petites têtes blondes courir dans mon église, moi ça me... Mais aujourd'hui, grâce à Jérémy, l'enfant de cœur gonflable, je peux enfin assouvir mes pulsions à toute légalité. Facile à transporter, tout en latex, l'enfant de cœur gonflable garde une douceur irréprochable même après plusieurs lavages. Et surtout, chut, il ne dira rien. Pas vrai, Jérémy? Il peut pas répondre, c'est une poupée. Voilà, l'enfant de cœur gonflable. Pour le clergé, c'est très bien. Donc ça a fait rire tout le Vatican. Voilà, absolument. Vous allez recevoir un tweet du pape. Il est sur Twitter, il paraît. Ouais, ouais. Et il a fait un sondage, il a dit quel est votre apôtre préféré sur Twitter. Les mecs ont répondu Justin Bieber. C'est Twitter, quoi. Alors, quand vous n'êtes pas sur scène, vous êtes avec Michel Drucker dans Vivement dimanche prochain sur France 2 et dans Faites entrer l'invité tous les jours sur Europe 1. Vous remplacez un peu Olga, sa chienne. C'est ça. Hein? Oui, je suis là. Vous êtes à côté de lui? Non, mais il a un nouveau chien, Drucker. Ah, alors? C'est un chien roumain. Ah oui. Il a chopé, tu sais, à un feu rouge, il avait des... c'est un chien roumain. Vous êtes payé mieux ou moins bien que le chien? Non, ça va, ça va. Ça va, vous n'allez pas vous plaindre, là. Non, c'est cool. Non, la vie, elle est belle. Alors, grâce à Michel Drucker, vous êtes devenu star dans les maisons de retraite. On a une photo de vous qui prouve votre attachement aux vieux. Ah oui. Là, elle est morte, hein, mais elle est partie, là. Et attends, et je te jure, c'est vrai, j'étais en train de bosser mes textes,
et je parlais fort. J'avais mon auteur qui était en face et elle était à côté avant de dormir. Elle rigolait. Il y avait sa copine qui était en face. Elle faisait ha, ha, ha. Et je me dis tiens, mes vannes sont marrantes. Et en fait d'un coup elle fait ha, ha, I don't know what I think that another question. Putain de merde. C'était une anglaise cette connasse. Voilà, là elle était incinérée depuis, mais elle est très sympa. Drucker a beaucoup changé depuis qu'il bosse avec vous. C'est vrai. Il s'est lâché, hein, vraiment. Avec moi, depuis que je le connais, il est toujours pareil, donc je ne sais pas comment il était avant, mais je trouve que... j'ai une chance de bosser avec Drucker, et je le répète sans arrêt, c'est que je pensais que c'est quand même une émission qui est super regardée, Vivement Dimanche. Ouais. J'ai personne qui regarde mes textes. Ouais. Voilà, je fais exactement ce que je veux. J'ai aucune censure, je trouve ça dingue. Donc merci Michel Drucker, et merci pour l'augmentation. On va voir. On va voir. C'est chaud avec Drucker, regardez, ça c'est quand il travaille l'émission. Non. Ils sont tous à poil. C'est pas mon corps, hein. Nom de Dieu, je suis comme ça, torse nu. Ouais, et lui aussi. Et ça, c'est sa meuf à côté. Voilà. Alors Mathieu, on va voir si vous connaissez bien Michel Drucker. On va faire une interview Drucker, la légende. Madénian, vous répondez si les autres n'arrivent pas à répondre. Ok. Vrai ou faux, Michel Drucker était déjà là lors de l'inauguration de l'émetteur de télévision au sommet de la Tour Eiffel. Faux. Non, faux. Non, il était là lors de l'inauguration de la Tour Eiffel. Faux, bravo. Vrai ou faux, Michel Drucker a failli être arrêté par les nazis avec sa mère en 1942, mais ils ont été sauvés par le père de Patrick Lelay, l'ex-PDG de TF1. Faux. Faux. Vrai. C'est vrai. Ouais. On a un point commun, c'est ça. Moi, j'ai été sauvé du génocide arménien turc par Charles Aznavour. C'est lui qui m'a transporté comme ça. Et depuis, c'est comme ça. C'est la même histoire. Ouais. Alors, on continue. Vrai ou faux, Michel Drucker a une formation de sténodactylo. Putain, je sais. Ah, démerdez-vous, hein. Ouais, vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il écrivait dans les grottes de Lascaux à l'époque. Vrai ou faux, Michel Drucker a été homme de ménage quand il était jeune. Faux. Oh, faux. 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 Vrai. Ah bon? À Orly. Il était dame pipi aussi. Ouais. Après. Vrai ou faux, Olga, la chienne de Michel Drucker, avait le statut d'intermittent du spectacle. Faux. Faux. C'est super faux, marrant. c'est impossible, c'est honteux de faire ça, de dire des trucs comme ça. C'est une vanne, hein. Vrai ou faux, Michel Drucker est superstitieux. Il porte toujours le même slip quand il enregistre ses émissions. Et il le lave. Je dis faux, parce que je vois pas comment on peut savoir ça. Alors, vrai ou faux, Michel Drucker fait régulièrement du vélo avec Nicolas Sarkozy, juste en cas que... En tout cas, il fait du vélo. Je crois qu'il en a fait cet été. Bien. C'est ça? Oui. Mais j'étais avec lui. Je déconne, Juste au cas où. Jusqu'au où ça repasse. On passe maintenant au dossier de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est la journaliste gastronomique Elvira Masson que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. La France a toujours été le pays de la bonne bouffe. Mais là, on frôle l'indigestion. Une dizaine d'émissions de cuisine à la télé chaque semaine, une quarantaine de magazines en kiosque chaque mois, sans oublier les 1800 bouquins publiés chaque année, soit 5 par jour. Mais comment se fait-il qu'on se passionne autant pour la cuisine, alors que pendant des années, cuisiner, c'était avant tout une corvée? Vous savez, une de ces tâches ménagères qui asservit les femmes, un peu comme la lessive, le ménage et le repassage. Du coup, passer son temps en cuisine, c'était pas franchement valorisant. Heureusement, pour se libérer de cette corvée, on pouvait compter sur la science et le progrès. Mais bon, le robot ménager qu'on offre à la fête des mères ne fait pas vraiment le sale boulot tout seul. Du coup, pour vraiment en finir avec la cuisine, on rêvait d'un futur où l'homme se nourrirait de petites pilules. Heureusement, maintenant, il y a Rapide Asperge. Vous appuyez et 2 minutes après, vous passez à table. Plus la peine de perdre son temps à préparer les repas. Alors c'est vrai que c'était pratique de laisser la corvée de cuisine aux industriels de l'agroalimentaire. N'empêche, on a fini par se demander si c'était vraiment une bonne idée d'avaler de la bouffe en tube, en boîte ou en sachet, sans vraiment savoir ce qu'on mange, ni quel produit chimique a été ajouté. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on s'est dit que ce n'était pas si bête de cuisiner soi-même.
D'accord, ça prend un peu de temps, mais au moins on sait ce qu'on a dans son assiette. Et puis avec la crise, on s'est aussi rendu compte que cuisiner soi-même, ça coûtait moins cher. Bon appétit. Avant, cuisiner, c'était une corvée. Mais ça, c'était avant. En quelques années, tout a changé. Aujourd'hui, cuisiner n'est plus une simple tâche ménagère. C'est devenu de l'art culinaire. La preuve, les cuisiniers sont des stars, comme les chanteurs et les acteurs. Avant, on rêvait de devenir une vedette en chantant sous sa douche. Eh ben aujourd'hui, on peut éplucher des patates dans sa cuisine et se prendre pour un artiste. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Elvira Masson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur et journaliste gastronomique. Vous collaborez notamment à l'Express et France Inter. Bienvenue parmi nous. Merci. C'était votre anniversaire hier? Ouais, c'était la fin du monde et mon anniversaire et j'ai survécu. Aux deux. Alors, on constate actuellement un extraordinaire engouement pour la cuisine. Des émissions, des magazines, des livres, des sites. Et aujourd'hui, la corvée de bouffe est devenue l'art culinaire et la gastronomie française est classée au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Voilà. Alors pourquoi? Pourquoi? Mais je trouve que par rapport à l'édito de Blacko, ce qui a changé, c'est pas tant que la cuisine n'est plus une corvée, parce qu'à mon avis, la cuisine, quand on a 3 enfants, qu'on rentre du boulot à pas d'heure, la cuisine, c'est une corvée et ça restera toujours une corvée quand on n'a pas le temps. Ce qui a changé, c'est que la cuisine n'est plus ringarde et que le chef n'est plus ringard. C'est ça qui, en 10 ans, une petite dizaine d'années, a changé. À la faveur de mouvements qui ont décidé à un moment de déringardiser le chef, de le faire sortir de sa cuisine. On quitte les marmites en cuivre, on quitte le col bleu, blanc, rouge. Le chef, il n'est pas forcément ce personnage bedonnant, confiné à faire des fonds de sauce. Il devient un personnage assez cool, qui est reçu sexy, en première partie de Salut les Terriens. Oui. Tout le monde chante ses louanges. Un gamin de 15 ans aujourd'hui, il peut rêver d'être chef. C'est vrai qu'avant, on ne voulait pas être Maïté. On voulait pas être Maïté. Non, on a voulu. Mais c'est venu d'Angleterre, c'est venu des pays anglo-saxons. On a voulu être un peu Jamie Oliver. Et Jamie Oliver, on en a eu en France depuis une dizaine d'années, les équivalents. C'est une figure, tout à coup, qui devient assez désirable, quoi. C'est un peu une nouvelle idole, quoi, le chef. Mais vous êtes appelé des fois à l'étranger pour faire des plats, non? Un peu comme David Guetta, quoi. Oui, des promotions, ce qu'on appelle des promotions. C'est vrai que ça arrive, mais attention, c'est que le débat, il est plus franco-français maintenant. Il est planétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en concurrence avec des chefs espagnols, des chefs italiens, des chefs japonais, qui eux aussi sont étoilés. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, le débat, il est plus franco-français. François, c'est vrai qu'il y a un boom de la cuisine absolument incroyable, quoi. Oui, mais enfin, moi, je me rends pas très bien compte, parce que j'ai toujours adoré faire la cuisine. J'ai toujours adoré, évidemment, très bien manger. Et moi, c'est... Alors, les riz de veau, oui, c'est une corvée à faire. Pourquoi? C'est du boulot. Il y a un travail qui est très long en amont avant de les faire. Et donc, c'est vrai qu'il y a plein de choses. Moi, j'aime beaucoup la cuisine chinoise. C'est très long, c'est fastidieux. Ça peut être une journée de travail pour faire un canard laqué, par exemple. Voilà. Et moi, j'adore faire ça. Ma mère m'a initié à la cuisine très tôt. Mais c'est dû à quoi? À la nostalgie d'une époque où on mangeait bien? Est-ce qu'il y a une volonté de transmission? Parce que c'est vrai que les parents 68 arts n'ont pas tellement communiqué la cuisine. On se retrouve avec des générations de filles aujourd'hui qui ne savent pas faire la cuisine. En fait, la société change, se modifie, la cuisine suit derrière. C'est la cuisine loisir. On recuisine ensemble, on recuisine en famille, on recuisine... D'ailleurs, il y a un grand succès qui s'appelle la fête des voisins. Et finalement, c'est plus la fête de la cuisine que la fête des voisins. On partage un paquet de pâtes, on se regroupe. Et en même temps, on a eu un 20e siècle, une fin de 20e siècle tellement numérisé, tellement chacun pour soi, tellement dans « je ne m'occupe pas de l'autre ». Eh bien, on a besoin, je crois qu'on est au bout de ces années de peur, on a envie de partage, de gastronomie et de partage. Et il n'y a pas de cuisine illégitime. Donc, aujourd'hui, les publics se retrouvent dans toutes les cuisines. Mais c'est vraiment pour moi aujourd'hui l'avènement de la cuisine loisir, ce qui a été le cas aux États-Unis et en Angleterre, où il y a bien plus d'émissions qu'en France. C'est mondial, même en Chine, là-bas, Top Chef s'appelle 30 millions d'amis. Moi, ce que je constate, et ça c'est étonnant dans ces émissions de cuisine, eh bien, à chaque fois, les gens vont s'acheter ce qu'on a évoqué, par exemple, dans une émission, la dernière mandoline à la mode ou le dernier petit couteau à la mode, eh bien, ils vont aller chez le même fournisseur que vous pour s'équiper. C'est vraiment de la cuisine loisir. C'est devenu un peu une obsession, quand même, depuis 10 ans. Oui, mais en même temps, c'est finalement peu cher et rassurant. On a une société qui a traversé 40 années où on a eu peur de tout, de perdre son boulot, d'avoir du boulot, de ne pas pouvoir le conserver, etc., etc. On a vécu dans la peur. Et aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose qui rassure, qui rassemble, c'est la cuisine.
Regardez cette cuisine de rue qui s'émancipe aussi maintenant. On voit ces jeunes chefs, notamment à Londres, qui n'ont pas les moyens de se sédentariser dans un lieu en particulier, qui ouvrent un corner et qui commencent comme ça leur carrière de cuisinier. Je crois qu'il y a aujourd'hui un public pour la cuisine, parce que la cuisine, c'est rassurant. Les gens ont peur de manquer, peut-être, c'est ça l'explication, non? Je crois qu'ils ont envie de se rapprocher, surtout. Moi, je vois, il y a un truc qui me frappe toujours, dans les cours de cuisine que vous donnez à des adultes, cette capacité, les gens ont à communiquer quand ils font la cuisine ensemble. Alors, on a tous 2000 amis sur Facebook, mais on ne sait pas avec qui prendre un café le matin, et c'est un vrai problème. Et quand vous faites un cours de cuisine où il y a des adultes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vus, finalement, ils finissent par communiquer à un tel point que les gens s'initient, le client s'initie tellement à la cuisine, bien souvent, il vous dit, mais vous n'allez pas m'épater avec une seule meunière. J'ai pris 15 cours de cuisine chez des chefs, je sais faire, alors maintenant, trouvez-moi autre chose. Vous voyez que la cuisine a poussé, on intervenait à des petites cuisines et la grande salle à manger. Maintenant, la salle à manger a muté, elle est au salon, et la cuisine est rentrée dans la salle à manger. Est-ce qu'il n'y a pas maintenant un repli, finalement, un repli identitaire, parce que le monde est difficile. Bien sûr. Les Français ne sont pas les mieux armés sur le plan mondial. Non, alors, il y a une inquiétude pour l'avenir. Ils se réfugient dans la cuisine, oui. C'est un refuge en même temps, et c'est hyper valorisant. C'est-à-dire qu'effectivement, savoir bien cuisiner aujourd'hui, c'est devenu une vraie valeur ajoutée pour quiconque, puis c'est assez accessible et assez facile. Je fais des pâtes au fromage, ça te dit? Ça dépend quel fromage. C'est des pâtes au. Ah, c'est du gruyère que j'achète à Monoprix, non, moi. Ça va pas. D'accord, non, faut trouver autre chose. Un fromage un peu j'ai une cuisine de 5 mètres affiné. carrés, on peut faire Non, ça va pas. Tu fais la cuisine, toi? Enfin, la cuisine arménienne, c'est pas... Ouais. Tu connais la cuisine arménienne? C'est la cuisine turque, c'est la cuisine turque. Non, dis pas ça, ma grand-mère va c'est... Tu connais le bastolma? Tu connais pas le bastolma? Non. C'est un saucisson assez fort, faut pas trop en manger, sinon tu deviens aveugle, mais c'est vraiment bon. Le soudjour, le belek. Vous connaissez pas ça? Je suis sûr, c'est pas vrai. Je te jure. Je suis sûr. Non, le soudjour et le boulek. Non, c'est le belek. Boulek, ça veut dire enfoiré. Mais belek, le belek, c'est délicieux. Le riz pilaf, tu connais? Ah, le riz pilaf, pour toi, c'est arménien? Le riz pilaf, c'est arménien. Ah oui, d'accord. Ouais. Okay. Il y a aussi, qu'est-ce qui est arménien? Les sushis, c'est arménien. Le souciant. Le steak tartare, c'est arménien. Tout est arménien, on a tout, nous. Donc tu fais pas la cuisine, tu sais pas faire la cuisine? Non, je suis pas très bon en cuisine. Mais Thierry, je crois pas qu'il y ait de repli identitaire. Je crois qu'au contraire, la cuisine, si c'est bien une chose qu'elle a, si elle a bien une force, c'est d'être ouverte à tous les vents. Il n'y a pas d'identité en cuisine, il y a des terroirs, mais enfin, elle est ouverte à tous les mondes, quoi. Ouais. Sinon, il n'y aura pas eu de tomates en France, il n'y aura pas de pizza, il n'y aura pas de kebab, il n'y aura pas de... Plutôt qu'exporter, ils préfèrent faire de la cuisine, c'est plus facile quand même, non? Oui, mais c'est pas un repli identitaire, c'est mais on se vend rassurant, bien sur le marché international. Je veux dire que la cuisine française et l'hôtellerie française se vendent bien sur le marché international. Aujourd'hui, c'est quand même des devises qui rentrent grâce à la gastronomie en général, quoi, je veux dire. Mais il y a même des cours de cuisine. La dernière fois, j'étais au printemps. Tu as des rayons de fringues et dans un endroit, tu as des gens qui apprennent à faire la cuisine volontairement. Mais je pense qu'il y a un cours de cuisine qui se monte par jour. Non, mais je veux dire, ils payent pour faire des pâtes. Volontairement. Ils sont bizarres, vos copains. Là, c'est la question. Oui. Dans 2 jours, c'est le réveillon. Qu'est-ce qu'on a échappé à la fin du monde? Dans 2 jours, moi, je vais chez les grands-mères. Qu'est-ce que tu vas manger, alors? Moi, chaque année, je vais voir mes grands-parents, parce que je pense que, tu sais, pour le testament, tout ça. Et on ne sait jamais, c'est peut-être la dernière année. J'arrive avec mon testament, un crayon et une gomme. Et non, on fait des gros repas arméniens, quoi. Du boulek? Du boulek. Des sushis. Non, on mange bien chez nous, sans déconner, c'est bien, ouais. Donc là, tu vas manger quoi pour le réveillon? Chez moi, mon père est arménien et ma mère est normale. Alors du côté arménien, ça sera bouffe arménienne, et du côté, c'est provençal, donc ça sera du homard, des trucs comme ça, des trucs sympas. Qu'est-ce que tu vas manger, toi, pour le réveillon? Surtout pas de dinde, parce que j'ai horreur de ça, et surtout pas de bûche, parce que j'ai horreur de ça. Ouais. Donc ce sera certainement des huîtres. Voilà, des huîtres et du foie gras. Et du foie gras, oui. Ah ouais. Et puis du poulet. Classique. Et puis du poulet. Du poulet, des huîtres et du foie gras. Alors Elvira, qu'est-ce que vous allez faire pour le réveillon? Classique, c'est pas très rigolo. Ouais. Chapon. Ouais. Boudin blanc truffé, pas mal, non? Des huîtres, saumon fumé. Ah, dis donc, huîtres, saumon fumé, foie gras. Oui, mais on commence à 18h30. Ah oui, d'accord, oui. Ma mère va faire une espèce de tourte aux pommes, avec de la pâte feuilletée, des épices. C'est très franco-français quand même, hein. Ouais, la tarte aux pommes, elle est un peu anglaise sur les bords. Voilà. Et Thierry, vous allez manger quoi, vous, pour le réveillon? Simple. Je suis un peu comme ça aussi, des huîtres. On a un peu de poisson cru en entrée. Et en plat, on fait un classique de la cuisine française, pourtant c'est un nom anglais, c'est le filet de bœuf Wellington. C'était un plat d'Auguste Escoffier en 1907 au Savoy. C'est un filet de bœuf juste rôti, comme ça,
vous le passez avec un beurre et une duxelle de champignons, une petite purée de champignons, et vous le roulez dans une pâte feuilletée. C'est complètement rétro, ça. Ouais. Complètement. Ah oui, ça c'est bon ça. Tu fais les pâtes au fromage? On fait les pâtes au fromage. C'est quoi le meilleur truc que vous ayez jamais mangé de votre vie? Il y a un produit qui me laisse toujours un très grand souvenir parce qu'il est bourré de paradoxes, c'est le fugu japonais. Parce que ça n'a pas de goût, mais c'est la texture qui est étonnante en bouche. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais... C'est un poisson qui peut vous tuer si vous... Oui, mais bon, il y a... C'est un poisson très dangereux. Oui, oui. Ah bon? S'il n'est pas tué lui-même de la bonne façon, bien sûr, il est assassin. Bon, c'est un poisson qui a des viscères dans lequel est contenu un poison mortel qui attaque le système nerveux. Mais bon, il y a une formation, les gens qui vous préparent ça. Mais c'est très très bon. Tandis que, c'est pas très bon d'ailleurs, c'est surtout la texture qui m'a... tandis que les pâtes au fromage, c'est moins dangereux. Merci. Merci beaucoup. Bon appétit donc pour le réveillon. Merci Adira d'avoir été avec nous. Voilà, c'était la P2 de SFT. On se retrouve après la pub avec le zapping, Gaspard Proust et notre invité du samedi 20h. Ce soir, Caroline Salmon, fondatrice de l'association Le Rire Médecin. À tout de suite. Bonsoir les terriens. Bonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie de Thierry Marx, de François Berléand, de Mathieu Madénian. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Caroline Simons. Bonsoir. Bonsoir. Et le clown Félix. Alors Caroline, vous êtes la fondatrice de l'association Le Rire Médecin, dont l'objectif est de faire que ce soit tous les jours Noël pour les enfants hospitalisés. Et vous, Félix, vous êtes également clown d'hôpital. Tout à fait, oui, c'est ça, oui. Et la cravate, c'est quoi? C'est du... Ça, c'est un léopard rouge. Alors, c'est très rare. Hein. D'ailleurs, il n'y en avait qu'un. Il est mort. Bah, voilà, quoi. Mais ça fait une belle cravate, c'est ça qu'il faut voir. Hein. C'est l'esthétique avant tout. Et maintenant, Gaspard Proust pour... Elle est pas belle, la vie? Bientôt Noël. Eh oui. Dans les maisons, les familles se sont retrouvées. Dans la cheminée, le feu crépite et sous les sapins, des cadeaux, les uns plus gros que les autres, se disputent la faveur des enfants. Les yeux des parents sont remplis de larmes à la vue de ce bonheur idéal. 2012 fut une année faste, les salaires ont augmenté. Les employeurs sont obligés d'envoyer des CV aux salariés d'entreprises concurrentes. Et le prix du mètre carré n'a jamais été aussi proche de celui de la mode de beurre. Oui, voilà ce qui se passe à peu près à 7 heures dans n'importe quelle famille qatari. Bravo. Alors je précise, hein, le Qatar, tout le monde voit ce pays, c'est le Mali avec du bol géologique. En France, évidemment, les choses sont moins roses, car ce fut une année étrange. Enfin, jusqu'au 7 mai, il y avait un truc. Et puis soudain, la panne de courant, le blackout. On a vu une F1 rentrer au stand et en sortir un Vélib. Oui, jusqu'au 7 mai 2012, la France ressemblait à un épileptique coquet. Depuis, on a droit à un paraplégique sous morphine. Alors, que retenir de cette année 2012? 2012, une année moderne. Après avoir cartonné dans tous les pays du monde, enfin, le socialisme débarque en France. Alors, première mesure, le gouvernement décide de baisser les salaires. Ça, faut comprendre. Hein. La seule manière d'assumer un poste pour lequel on n'est pas compétent, c'est de se rassurer en se disant qu'on est mal payé. Ah bah oui, c'est le dialogue. Mais vous êtes nuls. Ouais, mais on n'est pas cher. Bon, pour ceux qui en doutaient, oui, le changement, c'est vraiment maintenant. 2012, qui fut, bon, l'année du choc fiscal, enfin du choc de l'AVC, quoi. C'est plus un choc, c'est... Alors moi, j'aimerais quand même défendre un peu ce gouvernement. On reproche à la gauche de ne pas faire grand-chose. Un peu d'honnêteté, quoi. C'est quand même le seul gouvernement qui donne envie à un riche d'aller vivre en Belgique. À part Danny Boone et Francis Holmes, qui aimerait vivre 6 mois par an coincé entre Roubaix et Bruxelles? Enfin, je veux dire... Et ne boudons pas notre plaisir pour une fois qu'un gouvernement de gauche arrive à expulser des gens qui payent leur charter tout seuls. De toute façon, au fond, l'exil fiscal, ça concerne qui? Ça concerne les riches qui ne sont pas sûrs d'avoir les capacités de le rester. Mais les riches qui partent, c'est aussi des pauvres qui arrivent. Hein, Bernard Arnault en Belgique, Duflot dans un ministère. Alors, Cécile Duflot, tout le monde voit, hein, The Voice. Je
La maîtresse de CP avec un orgasme qui lui restait coincé dans les cordes vocales. Mais non, je suis pas chiante. C'est juste que j'ai pas encore atterri, quoi. Enfin, moi, ça m'exciterait presque. C'est un peu le meilleur des deux mondes, quoi. Une cougar avec une voix d'ado. Enfin, c'est un truc. Mais le retour de la gauche, c'est aussi l'égalité homme-femme qui progresse. Et oui, désormais en Moselle, des ouvriers se battent pour des hauts fourneaux. C'est aussi les droits qui avancent. Bientôt les homosexuels qui pourront se marier, qui pourront adopter. À ce rythme-là, dans un an, ils demanderont le droit de faire l'amour aux femmes. Non. Alors la droite qui, très bêtement, est contre, quoi. Au lieu d'être un peu perfide en proposant un amendement, le mariage pour tous, ok, mais avec le divorce pour personne. Là, on verrait, c'est encore full dans les mairies, quoi. Je veux dire, j'aimerais bien voir ça. Bref, 2012, c'est aussi l'ascenseur social pour certains. Nafissatou, qui désormais, dans les palaces, hésitera à 2 fois avant d'ouvrir la porte de sa douche à l'arrivée d'un homme de ménage. Nafissatou qui a la vertu de rassurer au moins une personne dans le monde, le plombier polonais. Je veux dire, au prix où elle pratique la pipe, il risque d'être compétitif encore longtemps. Mais 2012, c'est aussi l'année de la déchirure entre les électeurs de droite et de gauche, c'est évident. Enfin, il y a eu un récent sondage, là, il paraît que les électrices de gauche pratiquent plus souvent la fellation que les électrices de droite. C'est vrai. Bon, ça, c'est normal, c'est les nanas de droite, elles ont une éducation, elles ont une politesse, quoi. Elles racontent pas leur vie sexuelle à un connard de la Sofresse, c'est tout. Mais 2012, c'est aussi l'année de la Corse, hein, la Corse, l'île débutée, 20 morts cette année, avec un constat, hein, quand même. Quand on lit la liste des victimes en Corse, c'est pas encore ça, la parité homme-femme. Bon, faut relativiser, je veux dire, en Corse, 20 morts par an, c'est une catastrophe. En Syrie, 20 morts par jour, c'est une accalmie. Replaçons les choses dans leur contexte. Alors certes, cette année, la Syrie n'aura pas vraiment contribué à la paix dans le monde, mais quelle prise de rendez-vous pour les Jeux paralympiques. 2012, c'est aussi une année sombre pour la biodiversité. On a perdu Eva Joly. Et avec elle, cet inimitable accent du sud-ouest norvégien. Quand Eva parle, quelque part dans le monde, un meuble Ikea s'écroule. 2012, l'année sport. Finale de l'Euro de foot, l'Espagne bat l'Italie. C'est cool, hein, 1 milliard de téléspectateurs. Pour une fois qu'un conflit entre 2 pays du tiers-monde passionne les foules. 2012, c'est aussi l'année des révélations. L'homme politique, Manuel Valls. Mannequin télé-shopping, Arnaud Montebourg. Théologienne engagée, Véronique Jeuneste. 2012, que dire d'autre? L'année des ressources naturelles. Cette année, en France, on a découvert un gisement insoupçonné, le réservoir de voix du Front National. Front National, c'est un peu les gaz de schiste de la droite. À fracturer, c'est dur, mais ça peut servir, quoi. Cet électorat du Front National qui aura tant fait rêver, mais bon, moi je ne veux pas stigmatiser l'électorat du Front National, c'est un électorat très très créatif, puisqu'il est capable d'être xénophobe tout en habitant la Cambrousse profonde, c'est-à-dire un lieu où on ne croise un clandestin que lorsqu'il tombe d'un train d'atterrissage mal fermé. 2012, année des catastrophes, on ne peut pas en parler. Mohamed Merah à Toulouse qui pointe les dysfonctionnements de la police, c'est vrai. Quand tu écoutes les enregistrements entre la police et Mohamed, la seule information utile à en tirer, c'est que ce n'est pas le raid qu'on aurait dû lui envoyer, mais un prof de français. Et y a-t-il quand même des bonnes nouvelles en cette année? Oui, il y a une bonne nouvelle, le naufrage du Costa Concordia. Pour une fois que ce ne sont pas des clandestins qui se noient au large d'une île italienne. Alors, c'est pas belle la vie? Elle est très belle, bravo Gaspard. C'était Gaspard Proust que vous retrouverez ici le 12 janvier. Et d'ici là, sur canalplus.fr. Vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via le compte L'Éthérien et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Caroline Simons, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 8 octobre 1949 à Washington, aux États-Unis, père avocat, mère microbiologiste. Yes. Vous avez 4 ans quand vous décidez que vous serez médecin. En fait, c'est à cause de votre grand-père,
figure très importante dans la famille. J'ai décidé très très tôt que je serais française et médecin. Alors, vous fabriquez un hôpital de poupées, vous recueillez les animaux blessés, bref, vous jouez tout le temps au docteur, très sérieusement. Hein. Oui, oui, oui. Je me suis même diagnostiquée à mononucléose à 15 ans après avoir embrassé quelqu'un. Alors, autre fait prémonitoire de votre prime enfance, votre oncle, qui était soldat dans l'US Army, qui s'installe en France après la libération, qui envoie régulièrement des cartes postales et des photos, et vous décidez, donc très jeune, qu'un jour, vous aussi, vous vous installerez au pied de la Tour Eiffel. Ben, tu sais, le camembert, le Baudelaire, des baguettes... Ça pue. Alors, vous fréquentez une école où, pour la première fois, sont mélangés des élèves blancs et des élèves noirs, mais vous, vous êtes victime d'une autre ségrégation, celle due à votre taille. D'où votre surnom, très jeune, la girafe. Bah oui. Quand on vient d'une famille où le plus petit fait 1m85, on se sent normal jusqu'au jour qu'on sort dehors et on se rend compte qu'on regarde en bas. Alors, en janvier 1968, vous n'avez pas encore 18 ans, vous faites votre premier stage dans un hôpital du Vermont, au service des grands brûlés, et parmi les malades, il y a 3 enfants rapatriés du Vietnam, où ils ont été brûlés au napalm. Et à l'époque, il n'y avait pas encore les analgésiques comme maintenant, quoi. Non, il n'y avait pas de morphine, il n'y avait pas les choses comme ça. Et puis moi, j'étais aide-soignant, enfin, j'étais en préparation, je voulais être médecin. Donc, j'ai fait ce premier stage et on m'a donné la tâche tous les jours d'enlever les bandages et c'était assez galère. Effectivement, devant cette horreur, vous mettez naturellement à raconter des blagues, à chanter, à danser et même à organiser des courses en fauteuil roulant. Après les soins, avant les soins, c'était des seuls moments où on pouvait vraiment déconner, se relâcher, enfin de vivre quoi. Dans les hôpitaux, c'est assez comme ça. Alors, vous commencez à faire naturellement le clown. Yes. Hélas, à l'hôpital, toute cette énergie passe au mieux pour un effort inutile, au pire pour de la frivolité. Les gens ne comprennent pas votre attitude avec les enfants et vous dites « je rentrais tous les soirs chez moi en pleurant ». Je me sentais vraiment en échec total, pas capable de faire du mal surtout, pas capable d'annoncer éventuellement, si je devenais médecin, que quelqu'un allait mourir, que je devais couper un doigt de pied ou autre chose. Et donc j'ai arrêté. J'ai arrêté. Vous êtes déprimé effectivement par la souffrance des malades, dégoûté par l'attitude des médecins, vous abandonnez vos études de médecine et vous décidez de vous lancer dans le théâtre. Là, vous rencontrez Jules Corbière, avec qui vous montez votre première compagnie de théâtre de rue en France. Ça va durer 10 ans. Palais des Merveilles, c'était une grande aventure. On fait partie des saltimbanques début des années 70, Ratapus, pitre féerique, zoologique et botanique. Je faisais des araignées, beaucoup d'acrobatie. Lui était funambule. On faisait des spectacles sur des places publiques, dans les villages, au cœur de Paris, au Halles, dans le Marais. Un jour, vous vous séparez de Jules. Yes. Et vous retournez aux États-Unis avec votre fille sous le bras. Vous dites, il ne faisait plus bon faire la manche dans la rue. J'adorais faire la manche enfant. C'était vraiment un échange avec le public. Des gens te donnaient des fois des poireaux, des moules, mais aussi des fois des francs. Non, on vivait bien. On appelait ça la dèche dorée. Mais quand j'ai rentré aux États-Unis, j'ai décidé qu'il était temps de savoir vraiment jouer. Effectivement, aux États-Unis, vous produisez dans des cabarets, dans la rue. Vous faites des nouveaux personnages, dont le clown girafe. C'est là que vous inventez votre personnage. En fait, c'est un peu un double de vous-même, ce clown girafe. Disons, c'est une extension de mon corps. Je veux dire, j'avais inventé des autres personnages, la Statue de la Liberté, une sirène. Je faisais un tournée au Japon, en Chine, des Sushi Sisters habillées en poisson avec des cheveux verts. Puis la girafe est née un jour où on m'a demandé de créer des comédies musicales dans le zoo du Bronx, donc pour les enfants, les week-ends. Et puis en 1987, vous êtes contacté par le Sloan Kettering Hospital, qui est spécialisé dans la lutte contre le cancer, pour célébrer Thanksgiving auprès d'enfants malades. Et le directeur vous demande de vous déguiser en dinde. Bah oui, normal. Vous dites, j'ai chaussé des pieds d'oiseau à 3 doigts, des ailes, et j'y suis allé, en dinde. Bah voilà, j'allais pondre des œufs et n'importe quoi avec ma flûte de chambre en chambre. C'est très fort parce que vous dites, vous entrez dans la chambre, vous découvrez une petite fille chauve, en pyjama rose, vous jouez de la flûte en faisant mine de pondre un œuf,
Puis, vous lui proposez d'être la marraine de l'oiseau qui vient de naître et de le nourrir avec un biberon. Et la petite fille sourit. Voilà, une vocation est née pour moi. Enfin, quand on rentre dans l'hôpital et on voit la nécessité de rire, de vivre, de se connecter, de rester un enfant. Ouais. Et moi, je suis bon à ça. Enfin, moi, je sais faire que ça. C'est amuser la galerie. Enfin, là, je suis déguisée en normal. La petite fille sourit et là, vous vous dites mission accomplie, quoi. C'est ma raison d'être. Et c'est devenu pour moi une vraie mission de faire que ça. Vous dites le moment le plus dur, c'est quand on rentre dans la chambre face à un enfant malade. Parce que là, c'est la panique, quoi. On a un vrai trac. Moi, j'ai vraiment eu le trac sur scène ou dans un cabaret, des choses comme ça. Mais maintenant, moi, je travaille en neurochir à l'hôpital Necker. Quand je rentre en soins intensifs, j'ai une vraie trac parce qu'il faut être juste. Il ne faut pas faire trop. C'est vraiment du funambulisme social. Il y a des parents qui ont des nouvelles, des fois très, très mauvaises. Il y a des docteurs qui ont annoncé des choses souvent pas très sympathiques pour les parents, ni pour l'enfant. Il faut être juste. Et en sachant que les gens ont besoin de nous. Alors, quelques semaines plus tard, donc, vous rejoignez la troupe du Big Apple Circus. Et c'est avec eux que vous allez apprendre votre métier de clown d'hôpital. Et là, j'étais dans une unité de soins avec à peu près 80 enfants. Il y a un enfant avec une balle perdue dans la tête, il y a le cancer, il y a le sida, il y a les asthmatiques, on mélange tout. Donc c'était une école de vie absolument phénoménale. Et en même temps, moi, je savais rien. Je ne savais pas comment faire vraiment une approche d'un enfant dans le coma. Alors que le chef de service, il m'a rassuré, il me disait « Mais il t'entend, chante, chante. » Mais chante pas quelque chose qu'il n'aime pas. Alors là, t'as des boules. Parce que là, il sort du coma, il gueule. Alors, au moins, il se réveille. Au moins, il se réveille, Alors, ça se passe comme ça. Quand vous arrivez le matin, vous prenez un café avec les soignants pour connaître le contexte. Alors, on vous parle, par exemple, d'une petite fille qui s'appelle Marie, qui a rechuté dans son lymphome. Les parents sont au bord du divorce. L'ambiance dans la chambre est tendue. Et là, vous devez la dérider. C'est quand même un challenge incroyable. Ben, on est souvent des personnages un peu féeriques. On n'est pas dans le réel. Des enfants nous parlent. On est des personnages. En même temps, ils savent que tout est du jeu. Un jeu bénéfique. Ça fait que les parents peuvent se retrouver autour de l'enfant, autour d'une chanson, mais danser. Et l'enfant, il voit les parents, comme des humains, pas comme des gens inquiets. Les enfants prennent beaucoup sur eux. Alors, c'est extraordinaire. C'est que vous allez voir 30 à 40 enfants par jour, avec un scénario différent par enfant. Si vous faites du sur-mesure, en fait, Caroline. C'est de l'impro. On n'est pas des thérapeutes, on ne fait pas de psychodrame. Donc, il y a un début, on fait mousser pour que la mayonnaise monte, et puis il faut partir aussi. Alors, au début des années 90, vous décidez de revenir en France, et là, vous avez créé donc, le Rire Médecin. Vous avez été la première en France. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête de 97 comédiens qui tournent dans 39 services pédiatriques. C'est ça. On a eu ce miracle d'une subvention de la ministère de la Culture, une subvention pour 3 ans. Très rapidement, il y avait la Fondation de France qui nous ont soutenus. Et très rapidement, il y avait la Fondation Lyonnais qui est venue nous donner une subvention phénoménale, 600 000 francs à l'époque, incroyable. J'ai engagé 5 comédiens, j'ai ouvert dans 3 hôpitaux, après il y avait 12 comédiens, j'ai ouvert dans 4 hôpitaux, 5 hôpitaux, puis à Nantes, puis à Orléans, puis j'ai formé des gens en Suisse, enfin... Formidable. C'est du full-time. Alors on regarde un extrait d'un documentaire d'Olivier Horn qui s'appelle « Jour de clown » et on va voir comment ça se passe. Eh oui, mon pote. La chanson de Prout. Allez. Attention. J'explique à Rose. Il me fait mal. Moi? Ben oui. Oui. C'est pas moi, c'est lui, parce qu'il est... Il est comme ça. Ben voilà, c'est ça que je voulais te dire depuis... Moi, je suis comment? Il est comme ça. Oh, mais vous, il est... Hein? T'es toc-toc. T'es toc-toc. C'est Cécile qui prend ma tension. Oh, Cécile. Vas-y. Vas-y, attends. Donne-moi du papier. Attends, on va faire de... Oh, attends. Non. Ah non.
quand vous allez partir, vous m'oubliez pas surtout. Oh, bah non, Parce que je vais dormir la nuit. Vous l'avez noté, je vais noter dans mon carnet. Voilà, jour de clown d'Olivier Horn. Bravo. Et comment vous arrivez à assumer tout ça? Vous dites depuis 25 ans, j'accumule les chagrins que je glisse sous le tapis. On ne peut pas faire ce travail si on n'est pas très résiliente, si on n'a pas une vie. Moi, j'ai un mari génial, j'ai une fille de 32 ans qui habite à côté, j'ai une petite fille. J'ai une vie, quoi. Ouais. Je fais la cuisine, beaucoup. Non, aussi, je cherche des gens équilibrés. Je pense aussi que je relativise, je sais pourquoi je suis là. Je ne suis pas la maman des enfants, je ne suis pas la copine, je suis leur clown, je les appartiens. Ouais. Bravo. Et financièrement, ça se passe comment alors? Les temps sont durs. Vous voulez de l'argent? Mais, constamment. Je pense que par les temps qui... carottes, hein. Ouais. Comme le dire, alors, au niveau du régime, c'est pas très bon. Quoi. Il y a un moment donné, moi avant, je faisais 120 kilos quand même. J'aimerais bien qu'on... Donc il faut envoyer de l'argent à qui? À l'association, on vit grâce à la générosité du public, des entreprises. Donc c'est une période pour nous à Noël, où on a énormément de dons. Cette année, on a 20% de moins, donc on compte sur tout le monde de nous aider à continuer. Et puis j'aimerais beaucoup ouvrir à Angers en 2013. Beaucoup, beaucoup. Très bien. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi, avec Thierry Marx, le répertoire de la cuisine innovante chez Flammarion et toujours en librairie. François Berléand, en tournée dans toute la France, avec Quadrille de Sacha Guitry, Mathieu Madénian, toujours en tournée, et le 31 décembre, au Théâtre du Temple, Elvira Masson de l'Express et de France Inter, et Caroline Simon de l'association Le Rire Médecin. Et Félix, merci Félix. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Made in Groland. Et pour les abonnés, à 20h55, dos au mur avec Sam Worthington. Rendez-vous ici le 12 janvier. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, l'édito de Blacko, l'édito des Gréments et Gaspard Proust. Bonne fête à tous. Salut. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.